En résumé, Tibor Nagui, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, quel est le point de vue de Maître Achou? Comment vous analysez cette sortie? La sortie de M. Tibor Nagui, vous savez, c'est un diplomate chevronné. Oui. Il avait plus de 30 ans d'expérience. M. Tibor Nagui, si on veut voir ce qu'il dit, ça peut aller dans tous les sens. Vous savez, beaucoup de gens pensent à tort ou à raison que c'est la CIA qui a organisé la chute de l'Union soviétique. Ce qui veut dire que les Américains, s'ils veulent, ils ont la possibilité, sans utiliser les armes, n'est-ce pas, d'apporter la déstabilisation où ils veulent. Oui. Donc, quand il dit après le Soudan, je vais me focaliser sur le Cameroun, moi j'ai l'impression que peut-être il sait, il a une idée de ce qui s'est passé au Soudan. Est-ce que c'est un aveu de ce qui s'est passé au Soudan? Est-ce que ça veut dire que Washington y est pour quelque chose? On sait quand même qu'Omar el-Béchir a toujours été dans le collimateur. J'ai l'impression, et surtout, hier, ils ont eu une réunion avec le gouvernement intérimaire soudanais. Les Américains ont eu une réunion hier pour discuter de la transition. Donc, je ne pense pas qu'ils soient totalement étrangers à ce qui se passe. Donc, c'est ça qui me donne un peu la sueur froide. Quand M. Tibor Nagui a été reçu par le président, il y a eu une photo que nous avons vue qui a provoqué beaucoup de polémiques. On disait que c'était la photo du président Biya et du président Bush et que c'était un message que Tibor Nagui donnait au président Biya pour dire mais vous êtes là depuis le président Bush, trop c'est trop. Bon. Alors moi j'ai dit que ça me donne la sueur froide parce que je me dis que si c'est que ce monsieur entend faire tout ce que j'entends là, vraiment ça n'occupe pas des lendemains meilleurs pour nous parce que vraiment non seulement il dit qu'il est informé de tout ce qui se passe au Cameroun, pas les sénateurs, pas les sénateurs. Et il dit qu'il prend carrément position, il dit le gouvernement camerounais n'a pas fait le nécessaire. Donc il accuse le gouvernement de n'avoir pas fait le nécessaire. Alors moi je me pose donc la question, à quelle sauce est-ce que le gouvernement américain entend manger le Cameroun? Les déclarations de Tibor Nagui sont des déclarations d'un diplomate chevronné, comme on a dit. Et ce que moi je sais des Américains, c'est qu'ils ne parlent pas d'un sujet quand ils n'ont pas tous les éléments. J'y vais régulièrement, j'ai de la famille là-bas, et je vois comment ils fonctionnent. C'est un pays, pour s'adresser à vous concernant un dossier qui vous regarde, il s'assure qu'il y a tout pour vous adresser la parole. Maintenant, quand il parle, comme quand il est aux États-Unis, là, il est à Houston, il parlait comme ça, de la politique mondiale, le Cameroun fait partie du monde, il a lancé cette information que c'est sa prochaine préoccupation. Je pense que ce qu'il a dit là-bas à Houston doit être en phase avec l'entretien qu'ils ont eu avec le président Biya. C'est-à-dire, sûrement, et pour ceux qui ne le savent pas, le Cameroun a de très très bonnes relations avec les États-Unis. C'est parce que le Cameroun est un ami des États-Unis qui vient le voir en ami pour dire que, bon, cher ami, il y a telle situation qui ne va pas. Nous souhaitons que tu trouves une solution. C'est quand on aime quelqu'un, on a un ami à qui on va dire, attention, essaie de résoudre ce problème, parce que s'il continue et qu'on est obligé de mettre les pieds dedans, ça peut se compliquer. C'est ce genre de conseil qu'on donne à un ami qu'on aime. Quand vous avez des problèmes dans votre maison, essayez de résoudre ces problèmes, que ça n'aille pas interférer chez les voisins. Et si il y a la bagarre dans votre concession et que les cailloux partent casser les pare-brises de la voiture du voisin, le voisin est obligé de s'intéresser à vous. Vous comprenez? Donc ça fait que la crise nord-ouest-sud-ouest devait être réglée déjà. Mais ça prend beaucoup de retard. Et plus ça traîne, ça fait effet boule de neige. Et plus ça fait effet boule de neige, ça crée des dégâts collatéraux. Vous savez, c'est un secret de polichinelle. Les Américains veulent assurer leur ravitaillement en pétrole pour près de 25% dans le golfe de Guinée. Alors les perturbations d'un pays comme le Cameroun peuvent influencer, par exemple, je ne vais pas parler des militaires, mais par exemple, ce ravitaillement en pétrole, ça peut perturber leur ravitaillement et ça va les gêner forcément. Et ils seront obligés de jeter un coup de là où nous sommes. Donc je pense que cette sortie de Tibor Nagui n'est pas en déphasage avec celle de Yaoundé.
il est dans la même logique, sauf que il essaye progressivement de dire ce qu'ils se sont dit à sa manière. Nous avons au Cameroun intérêt à trouver une solution rapide à court terme de ce problème. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, chaque fois que les Africains ont un problème, ils refusent de résoudre le problème qu'ils ont. Et certains estiment que la meilleure façon pour que ce problème soit résolu, il faudra que ce soit les forces extérieures qui viennent les aider à résoudre le problème. Maintenant, Bachir, quel est le problème que nous avons? Avec l'éclatement de cette crise, l'État de Cameroun a laissé pourrir la situation. Il y a des forces politiques qui étaient là-bas, qui ont réclamé tout simplement qu'on essaie de débattre sur la question de la forme de l'État. L'État a dit niet. C'était bon autour du consortium, le consortium a été brimé, les gens sont allés en prison, on les a libérés. Et on a oublié une chose. Ceux qui ont été vaincus en 1961 n'avaient pas disparu. Parce que tous les 1er octobre, ces forces-là se manifestaient. Maintenant, la nature est en horreur de vide. Quand on a vu que ceux qui essayaient d'apporter le débat sur un terrain politique, en parlant de la question de la forme de l'État, étaient complètement brimés, les forces qui n'étaient pas majoritaires du côté anglophone, qui sont les forces sécessionnistes, ont pris, n'est-ce pas, de la vigueur. Et conséquence, nous sommes dans cette guerre-là, qui n'en finit pas. Et où le régime de Yaoundé refuse, n'est-ce pas, d'avoir des solutions adéquates pour résoudre le problème. Et ces solutions, je vais les décliner tout à l'heure pour montrer que en un temps record, Moutamba a parlé de court terme, vraiment dans un court terme, on peut rapidement mettre fin à cette guerre-là et permettre, n'est-ce pas, au Cameroun de pouvoir se parler, le Cameroun tout entier de pouvoir se parler et adopter nous-mêmes nos propres décisions, pour prendre notre destin en main. Alors, Abel Elimbilopé, après le Soudan, Washington va se pencher sur le cas du Cameroun. Comment vous analysez cela? Je me demande pourquoi Washington est tant préoccupé. L'histoire nous enseigne que dans la trajectoire du peuple camerounais, les États-Unis ne sont nulle part là-dedans. 1916, ce n'était pas les États-Unis. C'est la Société des Nations. Mais la Société des Nations, je ne sais pas si elle travaille pour les intérêts américains, mais c'est la Société des Nations et ce n'est pas les États-Unis. C'est la Grande-Bretagne qui a eu la tutelle sur une partie du Cameroun et la France sur l'autre, sur une autre partie. Ce n'est pas les Américains. Et nous avons évolué. La tutelle a elle-même aussi évolué. Nous sommes arrivés sous le régime de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies. Et dans l'Organisation des Nations Unies, aucun destin de quelque Camerounais que ce soit n'a été confié aux Américains. Ça a été confié aux Anglais et aux Français. Je ne comprends pas pourquoi, s'il y a un problème, ce n'est pas l'Angleterre qui est préoccupée, c'est l'Amérique. Ça rend extrêmement suspect l'entêtement des États-Unis qui aurait pu être très éloigné de ce conflit, quitte à demander à l'Angleterre, qui est son très grand ami dans les relations diplomatiques internationales, c'est connu, de s'en occuper. L'Angleterre ne s'en occupe pas. C'est M. Tibor Nagui qui organise toutes sortes de discours, de bavardages et autres choses. Je tiens à rappeler que les images que vous nous avez montrées me semblent être des images qui se rapprochent beaucoup plus d'un compte-rendu qu'il rend à un groupuscule. Oui, il est face à la presse en tout cas. Je ne vois d'ailleurs pas cette presse, je vois beaucoup de noirs là.
j'ai le sentiment qu'il ne s'agit pas d'Américains, qu'il s'agit de Camerounais. Donc, j'ai le sentiment que nous sommes dans une opération de lobbying dont M. Tibor Nagui serait l'un des acteurs et que son comportement, ses déclarations et son activité pourraient très peu engager le gouvernement américain. Je ne peux pas comprendre que M. Tibor Nagui était au Cameroun. Il qualifie le gouvernement camerounais d'un gouvernement sage, le chef de l'État de quelqu'un de très bien. Puis il s'en va aux États-Unis s'asseoir en face de quelques Noirs qui sont très certainement des Camerounais. Les gens que je vois là, même si je les vois de dos, n'ont rien à voir apparemment d'Américains. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que entre sa venue au Cameroun et ce discours qu'il tient, sa pensée a évolué? Donc, je pense tout simplement qu'il dit à chacun ce que chacun veut entendre. Et qu'il n'est donc pas un acteur déterminant. Parce qu'un acteur déterminant dit tout à tout le monde ce qui est bon pour lui, l'acteur déterminant. Quand je vois ce qui se passe là, vous avez filmé ça en caméra cachée, cela suppose que les médias n'étaient pas acceptés à cet endroit. Parce que si les médias étaient acceptés à cet endroit, vous n'aurez pas besoin de caméra cachée pour filmer ça. Alors, est-ce que la diplomatie américaine qui se fait au Cameroun au grand jour, avant que M. Tibor Nagui n'arrive au Cameroun, c'était des déclarations au grand jour. Il arrive aux États-Unis, s'il doit rendre des comptes, il rend des comptes au gouvernement américain. Pour ça, il n'a pas besoin d'une conférence de presse. Et s'il doit faire une conférence de presse, probablement, c'est pour parler au peuple américain, dont il est le citoyen et le fonctionnaire. Qu'est-ce qu'il fait dans une conférence cachée, où les journalistes n'ont pas accès, et on est obligé de filmer par caméra cachée? Donc tout ça montre le peu de sérieux des déclarations de M. Tibor Nagui, auxquelles personnellement, je n'attache pas grande importance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter après avoir dit cela? Je pense qu'il y a à s'inquiéter parce que justement, quand des comportements informels se mêlent aux problèmes internationaux, lorsque nous avons des intervenants dans des problèmes graves à l'intérieur des États, mais qui opèrent par des voies informelles, on a une bonne raison de s'inquiéter des motivations réelles de toutes ces interventions. M. Tibor Nagui se plaint de quoi? S'il y a une force, une puissance étrangère anglo-saxonne qui devait se plaindre, c'est la Grande-Bretagne qui ne se plaint pas. Et je dois rappeler que les mouvements sécessionnistes camerounais se sont adressés à la Grande-Bretagne qui leur a opposé une fin de non-recevoir. Mais est-ce que je dois rappeler ensuite... Abel Elimbilobé, est-ce que les États-Unis n'ont pas intérêt à ce que le Cameroun, notamment le Cameroun anglophone, soit en paix? Mais écoutez, les États-Unis n'ont pas plus intérêt que le Cameroun soit en paix que le Cameroun lui-même. Je ne vois pas pourquoi les États-Unis auraient plus intérêt que les Camerounais eux-mêmes. Les Camerounais ne sont pas des idiots. Les Camerounais, c'est leur pays. S'il y a une souffrance, c'est d'abord la souffrance des Camerounais. Je ne comprends pas pourquoi c'est les Américains, et je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment les Américains. J'ai l'impression que ce soit un groupe très marginal qui fait du lobbying. Quand il dit qu'il est informé par des sénateurs... Informel. Oui, je suis d'accord. Oui. Quand il dit qu'il est informé par des sénateurs, des sénateurs camerounais. Je ne sais pas. C'est vous qui dites qu'ils sont des sénateurs camerounais. Il a parlé des sénateurs, je crois bien. Bon, peut-être. Sénateurs américains, pardon. Ah, il dit qu'il est informé. Vous voyez que vous-même, vous vous entendez pas très bien. Non, il y en a qui croient que c'est des sénateurs camerounais, d'autres qui croient que c'est des sénateurs américains. Alors, je me pose la question... Sur quel pied se placent les sénateurs américains pour être si bien informés sur la question camerounaise? Je pense qu'il y a beaucoup d'extravagance. Sur le plan colonial, s'il fallait un acteur principalement intéressé par cette crise, ça devrait être la Grande-Bretagne parce que le Cameroun anglophone est un peu comme l'enfant de la Grande-Bretagne, au même titre que le Cameroun francophone est un peu comme l'enfant de la France.
Mais je ne vois pas qu'est-ce que les Américains viennent faire là-dedans. Est-ce qu'au nom d'une reconfiguration, ou pour parler comme certains analystes, au nom d'une recolonisation de l'Afrique, les États-Unis n'auraient pas un droit de regard sur le Cameroun? Alors, là, si vous parlez de recolonisation, oui, nous sommes dans un mal absolu. Je n'accorde à personne le droit de recoloniser, quelle que soit la partie de l'Afrique. La colonisation, c'est terminé. Oui. Et tous ceux qui, par quelque mécanisme que ce soit, et je ne comprendrai surtout pas que ce soit sur une chaîne qui se veut panafricaniste, que des gens apporteraient une quelque forme que ce soit, une caution à une opération de recolonisation. Donc, soyons conséquents. L'Amérique n'a rien à coloniser ici. Si on pense que les problèmes de la région anglophone et du nord-ouest et du sud devraient préoccuper, ça devrait préoccuper l'Angleterre qui a été leur tuteur. Or, l'Angleterre ne se mêle pas de ses affaires. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre, supposé anglo-saxon fut-il, se mêlerait de ses affaires en lieu et place du tuteur que la Société des Nations et l'ONU a donné à cette partie du territoire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'entends les gens parler de contentieux historique, de ceci, de cela. Mais je rappelle tout simplement pour les besoins de nos téléspectateurs que le référendum de 1961, que certains veulent remettre en cause, n'a pas été organisé. C'est un référendum. Il n'y a aucun acte dans le monde qu'on appelle un plébiscite. Qu'est-ce que vous voulez dire? On organise un plébiscite? Un plébiscite veut dire que tout le monde a dit oui. C'est ça le plébiscite. Personne n'organise un plébiscite dans le monde. On organise un référendum pour demander aux gens de faire un choix entre plusieurs options. Et en 1961, en mars 1961, qui a organisé un référendum au Cameroun? C'est qui, monsieur Bachir? Moi, je pose des questions. C'est l'ONU. C'est l'ONU qui a organisé un référendum. La France n'a pas organisé de référendum. La Grande-Bretagne n'a pas organisé de référendum. L'État du Cameroun, la République du Cameroun, à qui la France venait de donner l'indépendance en 1960, n'a pas organisé de référendum. Le référendum a été organisé par l'Organisation des Nations Unies, qui a demandé aux deux parties du territoire camerounais administré par la Grande-Bretagne, le Cameroun septentrional, qui était une partie de la colonie nigériane, qui était administrée comme une partie du territoire nigérian. Le Cameroun méridional, qui était administré comme une partie du territoire nigérian. L'histoire est claire. Chacun ne peut pas la raconter comme il veut.